Salut à tous les rêveurs et les créateurs. Qu'est-ce que la créativité ? Un don réservé à quelques privilégiés ou bien une compétence que nous pouvons tous développer ? Bienvenue dans Les Clés de la créativité, le podcast qui explore les coulisses des métiers créatifs et démystifie l'approche artistique. Chaque quinzaine, nous explorons le processus créatif d'un artiste, d'un entrepreneur ou d'un innovateur. Nous vous partageons leurs conseils, leurs astuces et leurs secrets pour vous aider à booster votre propre créativité. Je suis Thomas Piard, architecte d'intérieur, designer et votre hôte sur ce podcast. Rejoignez-moi chaque quinzaine pour une nouvelle aventure créative. Pensez à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous avez la liste en description. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une invitée d'exception, Hélène Prévereau, dessinatrice animalière. Ses dessins, extrêmement précis et détaillés, nous transportent au cœur du monde animal, capturant l'essence même de la vie. Au cœur de cet épisode, nous allons explorer le parcours artistique d'Hélène, ses sources d'inspiration et ses techniques de dessin. Nous découvrirons également les clés de son succès et les leçons qu'on peut tirer de son expérience. Passionné d'art, d'animaux, ou simplement curieux de découvrir un talent hors du commun, cet épisode est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, et laissez-vous guider par la passion d'Hélène Prévereau. Partagez cet épisode avec vos amis, et laissez un commentaire pour nous faire part de vos impressions. Bonjour Hélène, et bienvenue sur Les Clés de la créativité. J'espère que tu vas bien. Oui, bonjour Thomas. Eh bien, écoute, c'est un plaisir d'être présente avec toi sur ce podcast. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à devenir dessinatrice et illustratrice ? Eh bien, avec plaisir. Écoute, je pense que j'ai toujours dessiné et j'en suis même à me demander, avec mon grand âge, si je ne suis pas née dessinatrice. Parce que du plus loin que je me souvienne, dans mes rares souvenirs qui sont encore assez clairs de ma petite enfance, je me souviens de dessins que j'avais faits à la maternelle et notamment d'un cheval qui n'avait pas de cou, la pauvre bête. Si je devais résumer mon parcours, je pense que pendant très longtemps, le dessin a comblé un manque. Essentiellement le manque de monter à cheval. Quand j'étais petite, je ne faisais pas de poney et je me souviens très bien que j'occupais beaucoup mon temps à redessiner les chevaux que je voyais dans des revues comme Cheval Magazine. Je me suis un petit peu fait la main là-dessus. Et après, tout au long de ma vie, il y a eu cette espèce d'alternance entre des moments où où je montais beaucoup à cheval, où j'étais très proche des chevaux et où je dessinais moins, et les moments où les chevaux s'éloignaient et où le dessin reprenait le dessus, jusqu'à en arriver aujourd'hui à ne plus du tout monter à cheval et à passer à peu près 8 heures par jour à dessiner 200 jours par an. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur le sujet ? Eh bien, à la base, je n'étais pas vraiment destinée à devenir dessinatrice parce que j'ai fait des études de cinéma. J'ai fait une thèse de cinéma. Je pensais devenir enseignante. Et puis finalement, ma thèse a mis un peu plus longtemps que prévu. Et mes dernières années de thèse, j'ai eu des grands moments de latence où j'attendais des relectures. Et dans ces temps-là, je me suis mise à dessiner de plus en plus. Je dirais à partir de 2010 à peu près. Donc peu à peu, l'activité qui était pour le plaisir, c'est devenu une activité pour se faire de l'argent de poche avec les commandes des copains, des trucs comme ça. Et puis au fil du temps, c'est devenu une activité à part entière et une activité professionnelle depuis 4 ans, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des demandes pour travailler avec des éditeurs et des choses comme ça. Et c'est là que j'ai professionnalisé vraiment mon activité. D'accord, j'ai bien compris. Quels sont les artistes ou les mouvements artistiques qui t'inspirent ? Eh bien, il y a énormément de choses parce que je suis peut-être un peu forcément une immense fan d'art. J'aime beaucoup les musées, les expositions, je lis beaucoup d'essais sur l'art, sur différents artistes, j'écoute des podcasts. Après, si je devais réduire un petit peu l'éventail, je te dirais que je suis plus forcément tournée vers tout ce qui est mouvement plutôt réaliste. Je suis fascinée par tout ce qui a été reproduction du réel avec des pinceaux ou avec des crayons. Donc, tu vois, je vais être moins intéressée par l'art très contemporain et tout ce qui déconstruit énormément les formes, qui va moins me parler. Après, si je devais te citer des artistes, forcément, je te dirais Géricault, ce que tous les peintres animaliers ou presque vont te dire. Et à partir de là, je dirais que j'ai diversifié et qu'il y a eu un moment où je me suis dit, bon, Géricault, il était beaucoup vu, donc il fallait peut-être aller voir un petit peu ailleurs.
Donc, par exemple, j'aime beaucoup Remington, qui était un peintre américain. Rockwell aussi, alors lui qui faisait pas tellement d'art animalier, mais c'était des illustrateurs très réalistes. Remington, il a beaucoup peint l'Ouest américain, par exemple, et il fait des chevaux, par exemple, qui sont d'un réalisme absolu. Il y a forcément Rosa Bonheur aussi en France, dans les peintres animaliers. Après, pour ce qui est des parcours, je vais être très admirative du parcours d'Élisabeth Vigée-Lebrun, qui était la portraitiste officielle de Marie-Antoinette, qui a eu un parcours de vie et un parcours de femme absolument incroyable. Sinon, forcément, la peinture religieuse, le Caravage, Dali, beaucoup, tous ces artistes qui faisaient des choses très représentatives. J'ai constaté qu'il y avait plusieurs artistes qui t'inspirent. Est-ce qu'il y a un thème ou une question particulière qui revient souvent dans tes dessins à l'écart des chevaux? Alors, les chevaux, c'était vraiment à l'origine. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que mes premiers clients étaient des gens qui chassaient à court. Et donc, de la chasse à court, on est très vite passé à la chasse tout court. Et c'est, je pense, comme ça que l'art animalier dans son ensemble est vraiment devenu ma pratique principale. Donc, ça va être des chiens, ça va être des gibiers de France et de Navarre. Vraiment, moi, mon thème, c'est l'animal. Ok, ça me va très bien. Alors, je connais un peu ton travail pour le suivre sur les réseaux, donc c'est pas un mystère. Et j'ai vu que dernièrement, t'étais passé avec un peu de couleur, alors que tu dessinais énormément en noir et blanc avant. Donc, est-ce que tu veux bien décrire ton processus créatif de l'idée à la réalisation? Bien sûr. Alors, en fait, je vais peut-être avoir un processus créatif qui est un petit peu décevant, au sens où ce qui se passe, c'est que moi, je travaille quand même essentiellement à la commande. Donc, finalement, je fais quasiment que de la reproduction assez stricte de photos que l'on m'envoie. Donc, en fait, la base, ça va être les photos que vont m'envoyer mes clients ou ma propre recherche d'iconographie pour travailler sur certains animaux, pour faire des études de gibier, par exemple. Ce que je fais, c'est que, alors, si on est sur un portrait simple, ça va vraiment être la reproduction de la photo et il n'y a pas un processus très, très pointu. Après, dès que je vais passer dans un travail que moi j'appelle des études, donc c'est un dessin où il y a par exemple plusieurs attitudes d'un animal ou où, tu vois, par exemple, je vais travailler sur le chevreuil et je vais dessiner un brocard, je vais dessiner une chevrette, je vais dessiner plusieurs individus de la même espèce. Là, en fait, ce que je fais, à partir du moment où j'ai sélectionné mes photos et j'ai l'immense chance d'avoir d'excellents amis photographes qui me prêtent très souvent d'excellentes photos, c'est que pour gagner du temps, je ne fais pas partie des artistes qui vont faire des croquis et qui vont travailler leur composition en faisant des croquis et des croquis et des croquis. Malheureusement, j'ai pas le temps de faire ça. Donc là, pour le coup, c'est ma petite concession à la modernité et je fais des montages à partir de mes photos avec un logiciel qui s'appelle GIMP, qui n'est jamais qu'une version gratuite de Photoshop. Donc ça, c'est la base de mon processus de travail. Après, il peut m'arriver dans des cas complexes où on va m'envoyer des photos de mauvaise qualité. Ça peut arriver par exemple avec des gens qui vont me faire dessiner un chat ou un chien qui est mort depuis X temps, donc il reste plus que des photos argentiques qu'il faut scanner, qui sont voilà, qui peuvent être très pixelisées ou quoi que ce soit. Là, il m'arrive d'avoir un travail de recherche. Alors, je vais utiliser pas mal Google Images et je vais essayer de chercher des photos, des images d'animaux qui vont être le plus près possible de ce qui est ma demande. Pour te citer un exemple concret, je me suis retrouvée plusieurs fois confrontée à ça avec des chats noirs à dessiner. Un chat noir, c'est très difficile à prendre en photo. Tu n'as pas de relief, tu as très difficilement de la lumière. Et dans un cas comme ça, j'ai besoin de chercher d'autres images. Vu que ma recherche, moi, ça va toujours être de coller au plus près de l'animal naturaliste, donc d'avoir la bonne orientation du poil, d'avoir, tu vois, toutes ces problématiques-là. Et donc, à partir du moment où j'ai fait tout ce travail en amont, il n'y a plus qu'à dessiner. Voilà. Ok. Pause. Elle vient juste à point, la pause là. Ça fait 5 minutes que tu te retiens en me disant « Mais dépêche-toi de finir de nous parler de ton foutu chat noir ». Non, pas du tout. Et en fait, c'est un point super passionnant que tu évoques là et que je mesurais pas du tout dans ta pratique. Il y a des fois, tu n'imagines même pas, il y a des dessins, j'ai eu jusqu'à 6, 7, 8 photos d'animaux similaires.
parce que j'y voyais rien, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je faisais pas il y a quelques années et que je me suis mise à faire parce que il faut aller plus loin, quoi. C'est- Il faut aller plus loin, il faut aller plus précis et il faut aussi aller plus vite. Alors plus vite, je me rends compte que, à part, je te dis, l'étape où je fais mes montages photos, où vraiment je gagne du temps, derrière, là, je commence à prendre pleinement conscience d'une incompressibilité du temps du dessin et que un dessin où je vais me dire ça va être vite fait, il va me falloir 10 fois plus de temps que ce que j'avais prévu parce que non, c'est pas vite fait et que vite fait, je sais pas faire, quoi. J'adore. Le thème du temps est présent chez tous les gens que j'interviewe. Ouais. Pour être clair, là, j'ai interviewé une artiste peintre il y a quelques jours. Elle me disait la même chose. On ne peut pas quantifier le temps qu'on passe et ni le temps à passer à la maturation du dessin comparé au temps qu'on va passer à exécuter. Oui, alors peut-être moi je te dirais pas tout à fait ça, mais le côté inquantifiable du temps, tu as une question sur ce sujet-là, tu vas avoir cette réponse-là, quoi. Ça me va bien. Les outils et les techniques que tu utilises. J'ai vu beaucoup de noir et blanc et je vois arriver de la couleur. Tu veux bien nous détailler un peu ça? Absolument. Alors, moi, à la base, vraiment, je te dirais pas à la base, c'est assez faux. Parce que quand je retrouve des dessins de quand j'étais beaucoup plus jeune, voire beaucoup plus petite, je me rends compte que j'osais des trucs complètement improbables, genre j'osais faire de l'aquarelle, j'ai fait un peu de pastel avec un prof. Donc j'osais mettre pas mal de couleurs et faire des essais, des mélanges de techniques. Et puis, avec le temps, je me suis aperçue que je trouvais vraiment mon confort et mon intérêt pour le dessin dans le dessin au graphite. Donc, c'est pas du fusain, moi, c'est vraiment du graphite, c'est du crayon à papier. C'est minéral, contrairement au fusain qui est c'est du bois brûlé, en gros. Ce que je fais, c'est que j'utilise différentes duretés et différentes tailles de mine. Je travaille pas. Alors, je te parlais de crayon à papier, c'est pour permettre de situer, mais techniquement, je travaille pas au crayon à papier. Je travaille vraiment qu'avec des mines, donc beaucoup avec des porte-mines, des critériums. Et l'autre chose qui est assez importante dans mon travail, je dirais même la chose qui est la plus importante dans mon travail et sur laquelle vraiment je lésine pas du tout, c'est la qualité du papier que j'utilise. Je travaille uniquement sur un papier Arches 300 grammes grain satin, qui est à l'origine un papier aquarelle. Du coup, ça va me permettre de te parler derrière un petit peu de couleur. C'est un papier d'excellente qualité. Je sais que des fois, quand j'en achète à mon magasin d'art, d'ailleurs, c'est l'anecdote qui m'est arrivée la dernière fois que j'en ai acheté, quand j'ai dit aux vendeuses que je ne faisais pas d'aquarelle avec, elles m'ont regardé avec des yeux énormes et j'ai senti que je commettais un crime de lèse-majesté en n'utilisant pas ce papier aquarelle pour faire de l'aquarelle. Et donc, pour revenir sur la couleur, donc après l'avoir complètement abandonnée pendant très longtemps, j'y reviens par touche. C'est encore compliqué pour moi au sens où j'arrive pas à faire du tout couleur. J'ai pas la maîtrise de l'aquarelle suffisante pour faire que de l'aquarelle. J'ai pas la maîtrise du crayon de couleur suffisante pour faire que du crayon de couleur. Et en fait, j'essaye de trouver, alors essentiellement justement en mélangeant de l'aquarelle et du crayon de couleur, ce qui va le mieux se marier avec le graphite, ce qui va me permettre d'avoir des fondus graphite couleur et une utilisation de la couleur qui est toujours par touche. Avec par exemple, ça peut être sur certains oiseaux qui ont une touche de couleur particulière. On me l'a demandé des fois avec les yeux de certains animaux. Voilà où j'en suis avec la couleur. J'imagine bien, oui, sur certains chats avec des yeux verts ou des oiseaux avec une touche de rouge sur la tête. Et du coup, j'ai déjà vu ça en fait dans ton travail. Et je trouve que ça apporte vraiment un plus et que ça apporte une qualité particulière. Avec ton autorisation, je mettrai quelques éléments de ton travail en lien dans le podcast. Bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont influencé particulièrement? Je parle maintenant des artistes contemporains, des gens que tu suivrais, que tu pourrais, ou des maîtres à penser, ou des gens comme ça. S'il y en a pas, il y en a pas, et on passe à une autre question. Non, ce serait très prétentieux de ma part de dire non, personne ne m'influence. Non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup été influencée et portée et aidée par un monsieur qui s'appelle Marcelo Pettineo, qui est un très grand dessinateur animalier contemporain.
C'est certainement ce nom-là que je te citerai en priorité. Après, j'ai énormément de respect et d'admiration pour des gens qui font des dessins rapides, qui font du carnet de voyage. Il y a un monsieur qui s'appelle Yann Lesager, si je ne m'abuse, j'espère ne pas écorcher son nom, qui fait des carnets de voyage, bretons. Il a une qualité de dessin sur tous les sujets qui est absolument incroyable et en plus un humour, qui ne gâche rien du tout. Dans les contemporains, ça va être, je vais rajouter à ça le prof que j'ai eu pendant quelques années qui s'appelle monsieur Philippe Mokaer, qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses et mon prof de dessin du collège qui m'avait appris, l'importance de toujours laisser du blanc dans l'œil pour donner de la vie, au regard. En fait, un œil, c'est quelque chose qui est humide et ça va prendre la lumière et dès que tu regardes un œil de quelque animal ou être vivant que ce soit, il y a toujours un petit point blanc et ce point blanc-là fait la vie dans un regard. Je suis entièrement d'accord. C'est quelque chose qui est très exagéré, par exemple, dans les dessins de manga où tu as des énormes fenêtres dessinées dans les yeux, mais les yeux sont vivants avec des points de clarté, des points de brillance. Ça marche très très bien comme ça et je trouve que, notamment dans un des chats que tu as dessiné dernièrement, c'est particulièrement réussi. Donc, dans ton travail, est-ce qu'il y a des défis ou des obstacles que tu rencontres de façon ponctuelle ou régulière? Alors, moi, je te dirais que j'ai 2 types de défis problématiques. La première, le premier, pardon, il est extérieur à moi au sens où ça va être des gens qui vont m'envoyer des photos de mauvaise qualité, hein. Comme je te disais, je travaille essentiellement à la commande et quand on m'envoie des photos très pixelisées, des choses qui ont été prises au téléphone, il y a des fois, en fait, ça va pas forcément être que je ne vais pas pouvoir faire un dessin, mais ça va être que je sais que le dessin ne sera pas de la qualité, il sera pas de la même qualité que mon travail habituel et à l'heure actuelle, je vais avoir moins de scrupules à dire: «Non, à partir de cette photo-là, c'est pas possible, il va pas y avoir un beau rendu». Et voilà, ça c'est notamment pour des portraits humains, parce que comme je te le disais, sur les animaux, par exemple un cheval ou certaines races de chiens, même si la photo elle est un peu floue, j'en ai tellement fait que je sais que je vais compenser les manques de la photo, il y aura pas de souci. Sur un portrait humain, si on m'envoie quelque chose qui est de mauvaise qualité, c'est juste pas possible. Ça, c'est la première difficulté à laquelle je suis confrontée. La deuxième difficulté, c'est mes propres limites physiques et le fait que j'ai pas tellement de soucis, de me dire, «Ah aujourd'hui, je me sens pas capable de dessiner, j'ai pas les planètes sont pas alignées, les machins». J'ai pas cette problématique-là parce que je travaille vraiment comme un artisan et un artisan, il faut qu'il ait fait ses commandes, il faut qu'il avance donc Mhm. hem, en revanche, les limites de mon corps, la fatigue, le fait qu'il y ait des jours où, j'ai mal au bras. Tu vois, par exemple, j'ai un suivi ostéopathique régulier et mon ostéopathe me dit: «Si vous avez mal à tel endroit, vous venez me voir tout de suite. Parce que si vous vous retrouvez avec une épicondylite, ou ce genre de problème-là, ou des problèmes de canal carpien, c'est fini, moi, mon outil de travail, il est cassé». Donc Je voudrais que tu précises, canal carpien, épicondylite, c'est des syndromes qui ont le lien avec la main. Donc en gros, c'est tu dessines tellement que tu te blesses. c'est exactement ça. En fait, je fais un travail très répétitif. Je fais quasiment tout le temps les mêmes types de mouvements qui vont être plus, comment te dire? Qui vont être plus pénibles et plus compliqués quand je vais sur des choses très détaillées, très petites, où je me rends compte des fois que je serre mon crayon, mais j'ai les mains, c'est des pinces si tu veux. Donc il faut t'imaginer derrière toute la contraction qui va remonter jusqu'au bras, jusqu'aux épaules. Je vais avoir ce genre de soucis-là. Après, j'ai d'autres problématiques avec les grands formats que, alors actuellement pas trop parce que j'ai un poste de travail qui est plutôt bien équipé, mais je vois quand je travaille pas dans mon atelier et que je dois quand même avancer un grand format, bah, je me retrouve à devoir à moitié tenir la planche à dessiner, à être couchée sur le dessin pour toucher le haut du dessin. J'ai des difficultés de cet ordre, Ça me pose une autre question. Tu dessines essentiellement à la mine de graphite. Et quand tu fais des très grands dessins et que tu es proche, comment tu fais pour éviter que ta main balaye le reste du dessin et que tu fasses des taches dégueu?
Parce qu'en fait, tes dessins sont ultra propres, super clean. Tu fais comment en fait? Alors, moi, ma technique principale, c'est de couvrir. En fait, quand j'ai un grand dessin, même sur les petits, hein, d'ailleurs, là, je suis en train de faire une toute petite étude de poisson. Je n'ai de découvert sur le dessin que la partie sur laquelle je travaille. Donc, en fait, je mets une feuille de brouillon en haut, une feuille de brouillon en bas, une feuille de brouillon sous ma main droite pour que vraiment, il y ait pas du tout la main qui frotte. La feuille, elle peut frotter un peu. Elle va pas avoir cet effet où tu as l'impression que le crayon est tiré et part en grande traînée poudreuse. Donc, c'est ma technique, ça va être ça. Après, ce qui m'arrive même de faire, c'est de fixer au fur et à mesure mon dessin, parce que j'utilise du fixatif pour le graphite. Et une fois que le fixatif a été posé, il faut pas le frotter de manière délirante, mais globalement, ça va mieux supporter de légers frottements que du graphite qui est pas fixé, où le moindre frottement, ça part. Ouais, je me posais cette question-là pour avoir vu plusieurs de tes dessins. J'ai la chance d'en avoir 2 à la maison, donc je suis très fier de ça. Et c'est des choses que je présente très volontiers en plus. Et du coup, c'est extrêmement détaillé, très fin, et on ne sent pas cet effet qui m'arrive à moi quand je dessine, hein, où je passe un coup de main dégueu. Donc, ok, je vais avancer. Donc toi, t'as pas de problème de page blanche en fait. On te passe que des commandes. Non, j'ai très peu la problématique de la page blanche parce qu'effectivement, je travaille à la commande, donc je sais ce que j'ai à faire. Après, je vais avoir une problématique très légèrement différente qui n'est pas tout à fait celle de la page blanche, mais celle de la page entamée, si tu veux. Et il m'arrive d'avoir des dessins qui sont commencés depuis très longtemps, que j'ai dû laisser de côté pour une raison ou pour une autre, pour faire autre chose entre deux, parce que c'était un peu compliqué, que je me suis dit, je vais faire quelque chose de plus facile. Et reprendre ces dessins-là et les finir, pour moi, c'est très, 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 très difficile. Hmm, j'imagine bien. Ça m'amène à une autre question. Je voulais que tu nous parles de tes travaux de commande pour les revues. J'ai vu que maintenant tu travaillais pour des revues. Parle-moi un peu de ça, s'il te plaît. Alors, j'ai la chance de travailler régulièrement pour une revue qui s'appelle Shark, qui est une revue de chasse à l'arc, Shark, qui me fait faire donc à chaque parution une double page avec une très grande liberté parce que l'idée c'est vraiment de rajouter une double page artistique au milieu de la revue. Donc ça va être à partir du moment où l'animal choisi est une espèce qui se chasse à l'arc. Ça peut être n'importe quel animal, n'importe quel gibier. Donc c'est plutôt agréable parce que, voilà, il y a eu des fois où c'était le rédacteur en chef qui vraiment me proposait des espèces. Il y a eu d'autres fois, je me souviens que j'ai eu toute une période où je lui ai fait des espèces de grosses chèvres des montagnes, en gros pour te la faire simple. Donc on a fait le tard, on a fait le markhor. Je t'avoue qu'au bout d'un moment, j'étais plus hyper passionnée et que entre deux, je dis là, on pourrait pas faire le renard, par exemple, ou quelque chose d'un peu joli. Et donc, j'ai quand même une grande liberté. La seule contrainte, c'est la contrainte éditoriale qui fait qu'à telle date, il faut que ce soit fait. Donc voilà, ce qui est mon travail actuellement avec la presse. Donc tu n'as pas de page blanche non plus là-dessus parce que tu es libre en fait. Oui, complètement. J'ai pas de problématique et même il arrive que ce soit. J'ai la chance que le rédacteur en chef soit quelqu'un de très gentil et de très à l'écoute. Et tu vois, typiquement sur la dernière parution, j'ai travaillé sur le lièvre et le lapin de Garenne et je lui ai proposé de faire un mix sur chaque page entre l'étude animalière et une étude de botanique. Et c'était des choses que j'avais jamais fait. Donc je me suis vraiment dit, allez, on se lance et puis si je le fais pas là, de toute façon, je trouve pas le temps de le faire. Et j'ai eu la confiance d'Erol qui m'a dit, allez, foncez, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai pu dessiner de la botanique, ce que je ne fais pas autrement. J'ai pu faire de la couleur, parce que sur la botanique, c'est quand même dommage de ne pas faire un peu de couleur. Donc, en plus, ça me permet d'avoir une petite bulle d'expérimentation, alors que je ne prends pas toujours, parce qu'il arrive que des fois, je sois tellement charrette que je me dis, on va choisir un animal facile et on ne va pas sortir de la zone de confort. Mais ça m'a aussi permis d'expérimenter des choses. Alors, ça m'amène directement cette expérimentation-là et ces commandes à te poser une question un peu plus axée sur tes rémunérations. Je te demande pas combien tu gagnes, mais est-ce que tu vis de ça ou est-ce que tu as besoin d'un métier complémentaire pour travailler?
Enfin, surtout pour manger. Alors, je pense que je fais partie des artistes qui ne sont pas les plus à plaindre, au sens où je travaille à la commande, où je sais à peu près où je vais. Je me retrouve pas, tu vois, à produire et me dire: «Ah bah, je vends pas, bah, qu'est-ce que je vais faire?» j Bon, j'ai pas ce souci-là. Après, j'ai un salaire mensuel qui peut être très, très, très fluctuant, hein. Il peut passer de 3 à 4 chiffres, hein, pour te faire, je te dirai pas les chiffres, mais De 3 à 4, c'est facile à comprendre. oui, voilà. Donc, ça va dépendre des mois. Après, moi, j'ai par choix un autre travail parce que j'ai besoin de sortir de l'atelier, j'ai besoin de faire autre chose et j'ai un travail dans l'accompagnement touristique de personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment le jour et la nuit. J'ai vraiment 2 activités très, très différentes. J'en ai besoin pour mon équilibre, hein, parce que mon travail dans l'accompagnement n'est pas un travail qui rend milliardaire. Et à côté de ça, bah, j'ai envie de te dire, je m'en sors aussi parce qu'on est 2 et que voilà, à 2 ça passe. Mais je me plains pas. C'est une thématique qui revient assez souvent. Et toi, en fait, c'est pas un métier vraiment alimentaire, c'est plutôt un métier qui te donne une bulle de une soupape de décompression. C'est exactement ça. Mon deuxième métier n'est surtout pas un métier alimentaire. On m'a dit parfois: «Mais pourquoi tu fais pas que du dessin?» Mais je dis: «Mais je peux pas, je n'ai pas envie. J'ai pas ce». Là, tu vois, si j'étais rationnelle, pendant 6 mois, je ne ferais plus d'accompagnement et je resterais à l'atelier pour, j'ai du retard sur certaines commandes à rattraper. J'ai un déménagement d'atelier qui arrive, mais je ne m'imagine pas passer 6 mois dans mon atelier sans aller en séjour. Si je passe 1 mois et demi, j'arrive à mon maximum et après je deviens invivable pour mon voisin d'atelier, hein. D'accord. Je peux le comprendre, effectivement. Le fait d'avoir cette pression, parce que du coup, la commande, c'est une pression. Les artistes qui ne travaillent pas à la commande travaillent beaucoup plus relâchés, mais eux ont besoin de manger. Toi, à l'inverse, tu as des commandes, mais ta pression, c'est l'engagement de la commande. C'est exactement ça et je constate avec un certain dépit que, alors je reconnais avoir des commandes qui sont très en retard pour différentes raisons, diverses et variées, y compris parfois des problèmes techniques et des commandes que je mets du temps à aborder parce que je n'ai pas, à l'instant T, trouvé quel va être le moyen technique pour aborder cette commande et la réaliser, à son meilleur. Hem, je suis perdue dans ma Tu réponse. parlais, tu parlais du retard de tes commandes. Oui, je parlais du retard de mes commandes. Heu, Bon, on va faire sauter ça, t'en fais pas. j'ai un méga C'est blanc, sérieux, et j'avais une c'est super réponse et tout, hein, mais euh, qu'est-ce que je voulais te dire? Je sais plus. c'est pas Un grave, peu te boulet. casse pas la tête. C'était quoi On va ta avancer. question déjà? Euh, En plus, c'est une question qui n'était pas dans le Mais fil de non, c'est questions. ça. C'est une question qui était à part et je t'avoue que... Ah oui, je Si, te je disais sais, que tu avais la pression. non, ça y est, je sais ce que je voulais te répondre. C'était vachement bien en plus. C'est bon, Vas-y, je peux te faire la réponse. go. En fait, la problématique que je vais avoir dans le travail à la commande et qui est quelque chose qui me désole un peu, donc d'un côté, moi, j'ai du retard et je peux comprendre que j'ai du retard, que ce soit voilà. Mais la chose à laquelle je me retrouve confrontée, à laquelle un artiste qui travaille pas à la commande va pas être confronté, c'est des gens qui ont tendance à penser que je suis Amazon et que donc le travail, il peut être fait, le jour pour le lendemain, qu'on peut m'envoyer un message le samedi soir à 22h ou le dimanche à 13h. Et ça, c'est des petits points qui sont une espèce de revers de la médaille du travail à la commande et qui, je pense, sont assez inhérents à ce que devient la société actuellement. Parce que quand on parle avec n'importe qui travaille dans un métier, dans un domaine, avec un contact avec le public ou avec la clientèle directement, les problématiques sont les mêmes. Hélène, je voulais maintenant que tu nous parles des conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait développer son activité créative dans ton secteur. Alors moi, ce que je dirais comme premier conseil, c'est que je pense qu'on ne peut pas créer à partir de rien. Je suis intimement convaincue par cela. Et je pense que la première chose à faire, ou la chose principale à faire, c'est de se nourrir au maximum. Typiquement, si on veut peindre ou dessiner, je pense qu'il faut aller au musée,
il faut acheter ou emprunter ou des livres, on en trouve partout, dans les boîtes à livres, dans les machins. Il faut lire des livres, il faut regarder des tableaux, Je dis pas qu'il faut avoir un apprentissage universitaire de l'histoire de la peinture, c'est pas le cas. Mais je pense qu'il faut savoir d'où vient la peinture pour savoir où elle va, d'où elle vient et où elle va. Je pense que c'est très important. Et après, moi, ce que j'ai tendance à dire aussi, c'est que je pense qu'il faut énormément travailler. Et je vais me permettre de te citer l'auteur Harper Lee. Harper Lee, c'est la dame qui avait écrit Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Et Harper Lee, alors, tu remplaces écrivain par dessinateur ou par peintre, mais pour moi, c'est la même chose. Harper Lee, elle disait, pour être un écrivain sérieux, vous avez besoin d'une discipline de fer. Vous devez écrire seul, sans interruption. Contrairement à ce que croient la plupart des gens, il n'y a rien de glamour au métier d'écrivain. En réalité, la plupart du temps, c'est un crève-cœur. Et je me retrouve complètement dans cette citation d'Harper Lee, parce que je pense que pour arriver à quelque chose, il faut travailler. Enfin, moi, des fois, on me parle de talent. J'ai envie de dire, le talent, c'est une espèce d'argument des fainéants, parce que ça va te réduire. Pour te dire, moi, je travaille entre 6 et 8 heures par jour. À un moment, c'est pas du talent. Quand tu travailles 6-8 heures par jour, le geste rentre, le geste devient plus facile. Même le geste mental de dessiner, si tu veux. C'est quasiment une espèce d'entraînement sportif. En fait, moi, il y a des moments où je me retrouve avec une hygiène qui serait quasiment l'hygiène d'un sportif. De dire telle heure, on fait ça, telle heure, on fait ça. Donc, en fait, alors là, j'ai l'impression d'être un peu un ayatollah en tenant ces propos-là. Mais je pense vraiment que pour créer, pour peindre, pour écrire, pour n'importe quelle activité créatrice, il faut pratiquer et parfois se mettre devant la page ou devant le bureau et se forcer à s'y mettre. Il faut aussi savoir s'arrêter. En fait, c'est toute une balance qui est extrêmement compliquée. Et moi, tu vois, l'aspect savoir s'arrêter, je ne le maîtrise pas encore très bien. D'où l'intérêt pour moi d'avoir ce deuxième travail qui me force à m'arrêter et qui souvent me recharge les batteries et j'arrive à l'atelier, youpla boum, c'est parti. Alors, c'est un truc que je dis souvent et que j'ai déjà dit, je crois, dans les premiers épisodes. Je suis raccord avec toi à 200%. Le travail bat toujours le talent. Le talent, ça rend paresseux. Et quelqu'un qui a du talent, sans travailler, sera meilleur que des gens qui essaieraient, qui commenceraient, voire qui seraient déjà avancés. Mais les gens qui bossent vont toujours le dépasser. Et à mon sens, en plus, je te cite souvent parce que je t'ai déjà entendu parler de cette histoire de 16 ans de travail avec 8 heures par jour et je suis complètement raccord avec ça. Donc ça, le travail, c'est un premier conseil. Est-ce que tu as d'autres conseils? Ah oui, tu as dit aussi nourrir sa créativité et aller dans les musées. Est-ce que tu as d'autres conseils? Que te dire d'autre? À une époque, j'aurais pu te dire, en fait là, pour faire un petit aparté, je suis dans une résidence d'artistes, une résidence partagée. Et il y a eu un moment où, en arrivant dans cette résidence partagée, je me suis dit, waouh, ça va être super, on va être entre artistes, on va échanger, on va se nourrir les uns les autres, etc. Sur moi, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a d'autres personnes avec qui ça va fonctionner, de rejoindre des associations, des machins. Moi, ça ne fonctionne pas. Mais peut-être que ça peut fonctionner pour d'autres. Et c'est même certain que ça fonctionne pour d'autres, parce que je vois là autour de moi, j'ai des artistes qui fonctionnent très bien à travailler ensemble. Moi, j'en suis pas capable. Je suis peut-être trop sauvage, je sais pas. Je voudrais comprendre. C'est-à-dire que là, tu es dans un atelier partagé, mais tu bosses dans ton coin avec des gens autour de toi et tu vas pas voir ce qu'ils font, tu parles pas avec eux, vous mangez pas ensemble. Alors là, je vais vraiment passer pour une sauvage. En fait, moi, mon atelier en lui-même, je le partage avec mon conjoint qui est héraldiste. Il dessine des blasons et des armoiries. Donc, on a de toute manière cet échange entre nous deux, ça, il n'y a pas de problème. Après, malheureusement, j'ai pas vraiment trouvé ma place dans l'ambiance de cet endroit. Alors, essentiellement parce que, tu vois, moi, je travaille à la commande. Je travaille plus comme un artisan, comme un artiste. Donc, par exemple, aller passer 2 heures tous les midis à jouer au tarot, moi, j'ai pas le temps. Donc, forcément, ça me met un petit peu en marge de l'ambiance de l'endroit.
Mais voilà, je suis professionnelle, j'ai des gens qui attendent vraiment après mon travail et comme on disait tout à l'heure, moi je produis pas, dans l'air du temps en me disant: «Peut-être ça se vendra, peut-être ça se vendra pas». Je produis parce qu'on attend de moi que j'ai produit pour telle date et je me rends compte que, je travaillerai certainement mieux dans un endroit entre guillemets «plus professionnel», plus artisanal. Après, j'ai d'excellents échanges avec plein d'amis artistes, mais qui vont aussi plus travailler comme des professionnels, comme des artisans. Mais là, il se trouve que dans le lieu dans lequel je suis, avec des gens qui fonctionnent beaucoup avec tu sais, des appels à résidence, des appels à projets, des choses comme ça. Moi, je me retrouve pas là-dedans et ça crée un décalage que malheureusement, moi, je n'arrive plus à combler et il y a un certain nombre de tensions, de problématiques et il y a des choses qu'on n'arrive plus à combler entre nous. Après, on se croise, on sait plus ou moins ce que font les uns les autres, mais il n'y a pas l'émulation, si tu veux, qu'on pourrait attendre. Pour moi, il n'y a pas l'émulation qu'on pourrait attendre de ce genre d'endroit. Oui, on n'est pas dans le cabinet des impressionnistes. Donc là, tu nous as parlé un petit peu de tes projets en cours, donc plusieurs travaux de commande, etc. Et en plus, tu travailles à côté pour une revue. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir? Alors oui, là, j'ai face à moi pas mal de salons, en fait. J'ai un salon le 1er et le 2 juin au Touquet. C'est le salon des bécassiers. C'est un salon strictement d'art, alors qui va être forcément très autour de la bécasse. Et moi, ce qui se passe, c'est que pour ce salon-là, je prépare essentiellement de la porcelaine. Parce qu'en fait, depuis une grosse année maintenant, je fais de la décoration sur porcelaine d'après mes dessins. C'est un procédé qui s'appelle de la chromolithogravure, je crois. J'ai peur de te dire une bêtise parce qu'on dit toujours des chromos, mais je sais plus ce qu'il y a derrière le mot chromo. En gros, mes dessins sont imprimés sur un papier spécial. C'est une espèce de gélatine, c'est comme des décalcomanies. Ça se pose sur la porcelaine avec de l'eau et ensuite c'est cuit à 900 degrés et le motif est, ça va pas s'effacer au lave-vaisselle, ça va pas partir en frottant avec la partie qui gratte de l'éponge. C'est des choses qui bougent plus du tout. Donc là, je travaille pas mal là-dessus. Et j'ai d'autres salons derrière ça. J'ai un salon de chasse dans la Manche mi-juin. J'ai un gros salon d'art au château de Fréthey mi-septembre. J'ai encore une journée d'exposition à Deauville le 17 juillet. C'est toujours un plaisir d'aller à l'hippodrome de Deauville. Voilà, ça c'est les projets là à court terme. Enfin, à court terme, dans les 6 mois à venir. J'ai vu passer un prix d'art récemment sur tes réseaux. Tu veux bien m'en dire plus? Ben écoute, avec plaisir. J'ai eu la chance d'être sélectionnée en fait pour être sur le stand Nouveaux talents cinégétiques du salon de la chasse de Mantes-la-Jolie. Et alors déjà en soi, c'était un grand honneur d'être sur ce très beau salon. Et petit bonus, enfin ou gros bonus plutôt, on va dire ça comme ça, j'ai eu en plus la chance de recevoir le prix FICIF, qui est donc un prix artistique qui est remis par la Fédération de chasse de l'Île-de-France, voilà, qui a quasiment une, comment te dire, on était enfin, les artistes étaient variés. On était trois dessinateurs. Il y avait quelqu'un qui faisait de la sculpture, il y avait une photographe et il y avait une personne qui faisait des objets en cuir. Et la FICIF a, je pense, un attrait particulier pour l'art et quasiment un fonctionnement de mécénat, si tu veux, parce qu'en recevant ce prix, le prix m'a également été acheté par la FICIF pour rejoindre les collections artistiques de la FICIF. Donc voilà, la FICIF est très attachée au fait que l'art soit à l'heure actuelle une façon de défendre, de promouvoir, de montrer la beauté de la chasse. Voilà, comme je te disais plus tôt, moi l'essentiel de ma clientèle, c'est les milieux cinégétiques, halieutiques, cinégétiques particulièrement, donc le milieu de la chasse. Et d'avoir... alors ça peut être une place un peu problématique, hein, parce qu'on ne va pas se lancer sur le débat de la chasse en France, mais voilà. Là n'est pas le propos. Ici, on parle de créativité, on n'est pas en train de juger pro-chasse, anti-chasse, pro-pêche, anti-pêche.
On a tous les deux des positions là-dessus. Voilà, c'est pas d'un souci. On n'est pas là pour parler de ça. On parle d'un prix. Et ce que je voulais comprendre, c'est que tu dis la FICIF a acheté le prix. En gros, elle a acheté le tableau qui t'a fait remporter le prix. Exactement. En fait, donc j'ai reçu le prix qui est un joli petit diplôme et l'œuvre a été acquise par la fédération de chasse de l'Île-de-France. Tu as pu faire un x5 sur le prix? Je resterai silencieuse sur cette question. Parce que tu parlais du mécénat. Est-ce que c'est quelque chose dont tu profites? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout de financement de cet ordre. Je te dirais que, entre guillemets, j'ai des clients qui sont quasiment des mécènes, notamment une très très chère amie et cliente qui a un cabinet d'assureurs, qui a une agence d'assureurs à Coutances dans la Manche et qui est quelqu'un qui m'a acheté énormément de choses, qui a décoré une partie de son agence avec mes dessins. Et quelqu'un comme ça, pour moi, est de l'ordre du mécène, en fait. Tu veux la citer? Eh bien, avec plaisir, parce que je sais qu'elle le prendra pas mal. C'est Élise Le Baron, qui est une amatrice de chiens de la race Münsterländer et qui m'a donc en particulier fait dessiner ses chiens. Et elle m'a fait faire un triptyque, qui est sûrement à ce jour le truc le plus gigantesque que j'ai pu réaliser. Donc, il y a 3 dessins de ces chiens qui font, je crois, 40 par 60 cm et elle les a fait encadrer tous les 3 dans un immense cadre avec un passe-partout qui entoure les dessins. Enfin, ça lui couvre tout un mur et c'est une très très belle pièce. C'est quoi un passe-partout? Un passe-partout, c'est cette petite partie en carton que tu vois quand tu as un cadre, tu as le verre et tu as parfois sur le dessin une espèce de cadre en carton qui est entre le verre et le fond du cadre. D'accord. Ça protège le dessin de la feuille de verre. Exactement, ça évite que le dessin touche le verre. Et souvent, alors moi c'est un conseil que je donne aux gens quand ils encadrent mes dessins, c'est de mettre un passe-partout assez large parce que le passe-partout va aussi permettre de donner de l'air sur le côté au dessin. Et tu vois, moi qui ai des dessins qui ont souvent des fonds blancs, ben, tu rajoutes un passe-partout qui fait un bon 5 cm autour et tu rajoutes encore de l'air et ça fait de très beaux encadrements. Je vais y réfléchir sur ceux que j'ai. Et maintenant, Hélène, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Sur les réseaux ou en direct? Est-ce qu'on peut venir te voir à l'atelier? Alors, effectivement, moi, on peut retrouver mon travail sur Facebook à mon nom, sur Instagram à mon nom également. J'ai pas de pseudo, hein, c'est Hélène Préveraud. On va tomber sur mon travail. J'ai pas encore de site internet, mais un jour ou l'autre, ça va bien arriver. Comme je disais tout à l'heure, ben voilà, j'ai plusieurs expos en juin, en juillet, en septembre, et je communique sur mes réseaux sur les expositions. L'atelier, c'est tout à fait possible aussi sur rendez-vous avec grand plaisir. Il y a toujours une tasse de thé ou une tasse de café et c'est toujours agréable de recevoir du monde. Ok, on mettra l'adresse de l'atelier dans la description du podcast. Donc je mettrai, si tu veux bien me les donner, les dates et les lieux de tes expos. Comme ça, on pourra les trouver. Je vais arriver avec quelques questions bonus. Est-ce que tu as une citation préférée sur la créativité? Alors, je t'ai cité déjà tout à l'heure Harper Lee, qui est vraiment une citation que j'aime beaucoup. Et je vais t'en rajouter une qui est légèrement en marge de la créativité, mais que je trouve assez intéressante, surtout à l'heure actuelle où voilà, notamment les femmes qui créent, voilà, on se pose beaucoup de questions sur tout ça. Et j'aime beaucoup cette citation de Rosa Bonheur qui disait « Dès lors que les femmes peuvent aspirer aux plus hautes récompenses, il n'y a aucune raison pour qu'elles forment des groupes dont les hommes soient exclus. » Alors, c'est pas directement une citation sur la créativité, mais je trouve que c'est assez intelligent et ça rejoint ce que je disais que créer, qu'être un artiste reconnu, c'est pas quelque chose. C'est le travail qui va faire qu'on va gagner des prix, qu'on va vendre des œuvres, qu'on va être exposé, etc. C'est pas des questions
pas des questions politiques. Enfin, à mon avis, c'est pas des questions politiques. Je suis aussi d'accord là-dessus. Et Juliette, que j'interviewais il y a quelques jours, a aussi fait cette remarque sur le genre de l'art et le fait que les femmes artistes étaient peut-être moins exposées, moins présentées et moins visibles que les hommes. Est-ce que c'est un sentiment que tu as toi aussi? Moi, je suis pas complètement convaincue par ça. Je suis pas complètement convaincue. Je pense vraiment que, alors il y a eu des époques, c'est évident. Quand on voit par exemple le comportement qu'a pu avoir Picasso avec, je sais plus comment s'appelle son ancienne compagne, mais dont il a littéralement saboté la carrière à partir du moment où elle l'a eu quitté. Euh, mais je suis très partagée sur ce sujet-là, en fait. Peut-être qu'on n'a pas toujours, par contre, quelque chose qui est assez évident, c'est qu'on a peut-être eu des grandes périodes de temps où on n'a pas laissé aux femmes la possibilité de devenir des artistes, des artistes accomplis, par exemple. Et là, j'en reviens, tu vois, à Élisabeth Vigée-Lebrun, que je te citais tout à l'heure. Élisabeth Vigée-Lebrun, elle s'est battue toute sa vie pour faire ce qu'elle voulait faire. Elle a eu quasiment tout ce qu'elle a gagné, elle devait le donner à son mari, qui était un panier percé fini. Et je la trouve admirable parce que quand tu lis ses mémoires, tu l'entends jamais se plaindre de cette situation-là. Et finalement, elle a toujours travaillé, elle s'est toujours battue. Mais tu vois que c'était compliqué pour les femmes. Là, on est au moment de la Révolution française, hein, mais tu vois que dans ces périodes-là, c'était très compliqué pour les femmes. Ouais. Oui, à ce moment-là, on était loin du niveau d'ouverture qu'on trouve aujourd'hui. Et c'est vrai que autant la condition féminine s'est largement arrangée depuis la Révolution française, il y a quand même encore pas mal de boulot pour arriver à une vraie égalité. En tout cas, sur ce podcast, je me suis fait la réflexion, parmi tous les gens que j'ai interviewés jusqu'à dans une semaine à peu près à la date où on enregistre, j'ai un homme. Après, j'en aurais peut-être d'autres. Tout à fait. Après, moi, je vais te dire une chose. Je me rends compte que même à l'heure actuelle, pour être une femme qui crée, pour être globalement une femme qui fait ce qu'elle a envie de faire, je pense qu'il y a des choix dans ta vie de femme qu'il faut que tu prennes. Tu vois, moi, par exemple, j'ai pas d'enfant. J'ai une charge mentale que je te dirais allégée et qui me permet de créer, qui me permet d'avoir un travail où je gagne pas des 100 et des 1000, mais je sais que derrière, j'ai pas d'enfants à faire vivre, j'ai pas d'études à payer, de machin comme ça. Tu vois, c'est des choix. Et peut-être qu'effectivement, les femmes ont encore plus à faire ces choix-là aujourd'hui, entre quelque part leur carrière ou leur vie je sais pas comment dire, leur vie de femme. Alors, au niveau de la vie d'artiste, c'est à mon sens aussi dur pour un homme que pour une femme. Et le fait de porter un enfant est peut-être pas, dans une carrière artistique, le point le plus embêtant. En revanche, c'est vrai que dans une vie salariée, c'est une vraie question. Mais dans le sens d'une carrière artistique, je ne sais pas. Surtout que ton compagnon est artiste lui-même. On est d'accord sur ça? C'est un héraldiste, t'en as parlé tout à l'heure. Tout à fait. En fait, là, excuse-moi de te couper, là où Non. je tiens le discours que je tiens, c'est vraiment au sens où moi, je me rends compte que pour créer comme je veux, il faut pas que je sois fatiguée, il faut que j'ai du temps. Et je suis désolée, mais si là-dedans, tu rajoutes 2 enfants à éduquer, les courses, la cuisine, aller les chercher à droite et à gauche, moi, je sais pour moi, c'est des choix à faire. Et je sais que dans ma vie, comme elle est, il n'y aurait pas eu de place pour un enfant. Mais je suis assez extrême sur le sujet. Mais c'est pas grave. C'est ta vie, c'est ton choix, et tu l'assumes parfaitement. Qui a quelque chose à dire? Eh bien, personne, et qu'ils viennent me voir. Bon, j'ai fait à peu près le tour des questions que j'avais envie de te poser. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai pas posée? Ça, c'est une très bonne question. Je sais que quand tu m'as parlé de ce podcast,
tu m'avais parlé tu m'avais évoqué parmi les questions possibles si j'avais des conseils à donner aux personnes qui souhaitent apprendre à dessiner des animaux. Oui, alors, on y a un peu répondu avec la créativité, mais c'est vrai, c'est une question que j'ai pas posée. Je vais y répondre un tout petit peu différemment et je vais te dire que si j'ai un conseil à donner très pratique aux gens qui se disent bah, je dessinerais bien des animaux, ou pareil aux gens qui se disent bah, tiens, je dessinerais bien du portrait humain, il ne faut pas commencer par ça. Quand on apprend à dessiner, moi j'ai eu un prof de dessin, on fait de la nature morte, on dessine des formes géométriques. Je me souviens qu'il me faisait faire des piles de livres et des moulins à café. Plus rébarbatif, on ne fait pas. Mais en fait, comme le dessin, c'est toujours une géométrisation à la base de ce que tu veux représenter, et ben, quand tu apprends à dessiner des formes géométriques à la perfection, derrière, tu vas pouvoir dessiner ce que tu veux. Donc, en gros, je dirais que si on veut un jour bien dessiner des animaux, il ne faut pas brûler les étapes parce que ce qu'on risque, c'est de se dégoûter en se disant « Ah ben, ça ne ressemble pas ». Mais il faut commencer par passer par une étape un petit peu compliquée où ben, on va faire de la nature morte, on va dessiner des pommes, on va dessiner des vers, des piles de livres. Voilà, c'est un petit conseil technique, alors qui n'est pas forcément dans l'air du temps parce qu'à l'heure actuelle, on veut avoir, tu sais, le résultat tout de suite. On veut tout de suite que ce soit tout de suite un super animal, un super... Mais ce n'est pas comme ça qu'on apprend et je pense qu'on n'apprend pas solidement comme ça. Des- Avec les tutos, dessiner un éléphant en 5 minutes, J'y crois pas trop. j'y crois pas beaucoup non plus. Bon, ouais, vraiment, je trouve cet entretien super intéressant. Je voudrais le prolonger encore des heures parce que je pourrais parler de ça avec toi pendant très longtemps. Tiens, un truc aussi que je t'ai pas posé, c'est est-ce que tu as une relation particulière avec les animaux en dehors des chevaux? Ouais, alors comme je te disais, effectivement, moi j'ai longtemps monté à cheval et beaucoup, beaucoup monté à cheval. Et à l'heure actuelle, je m'aperçois que donc je me suis grandement éloignée des chevaux. Hein, c'est te dire, là, il y a un mois, j'ai reposé les fesses sur un cheval. Ça faisait 7 ans que je n'étais pas montée à cheval. Maintenant, j'ai une relation qui est beaucoup plus proche avec les chats. J'ai eu des chats chez mes parents, j'ai toujours un chat et j'ai des chats qui sont ultra présents. Voilà, le chat qu'on a à la maison, qui s'appelle Guimauve, pour ne pas la citer. Guimauve, elle vit pleinement avec nous. On est à la maison, on peut être dans n'importe quelle pièce de la maison, elle est dans la pièce de la maison dans laquelle on est. Et je m'aperçois que cette relation très proche avec le chat, c'est quelque chose que j'aime énormément. Alors même si on entend beaucoup que les animaux de compagnie, ça peut être un peu décrié, ça peut être tout ce qu'on veut, mais j'apprécie cette relation que j'ai au chat. Et globalement, maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est les relations de l'ordre symbiotique que l'homme et l'animal peuvent avoir. Donc, tu vois, par exemple, le chien de chasse qui va travailler avec le chasseur, les fauconniers qui vont travailler avec leurs oiseaux, tout ce qui est travail du cheval, mais travail au sens le débardage, ce qui reste des cow-boys ou des gauchos en Amérique du Nord et du Sud. La Mongolie, typiquement, et la place du cheval en Mongolie. C'est plus ces choses-là qui m'intéressent vraiment que tu vois des choses qui sont très à la mode, comme la communication animale, des machins comme ça. J'y crois pas trop. Je suis plus intéressée par ces relations d'entraide, de cohabitation. Et tu vois, typiquement, le chien qui chasse, on voit qu'il chasse pas il n'est pas forcé. Pareil, l'oiseau qui va chasser et qui va pas décider de partir, il le fait vraiment parce qu'il a un attachement à son fauconnier ou à son maître. Et je trouve ces relations fascinantes. Alors, je suis assez d'accord. Le travail animal, comme tu dis, peut être parfois décrié. Euh, à titre personnel, il ne me dérange pas. C'est quelque chose qui se fait depuis des milliers d'années et c'est inscrit entre les animaux qui travaillent et les hommes qui les font travailler. Donc, à titre personnel, j'y vois pas d'inconvénient particulier. Et je comprends surtout sur la Mongolie, où d'ailleurs les deux se mêlent. Il y a des fauconniers et des gens à cheval. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est le cheval. Alors, je suppose que ça aussi, ça va aller en se délitant, mais le cheval a un rôle en Mongolie, dans la steppe. C'est le crottin de cheval qui permet de faire du feu. Enfin,
tu vois, il y a tout un réseau d'interaction entre l'homme et l'animal où chacun a besoin de l'autre quasiment pour vivre, en fait. Oui, dans un milieu aussi difficile, les chevaux survivraient difficilement sans les hommes et les hommes ne survivraient pas sans les chevaux. Exactement. Tu vois, je suis beaucoup plus critique, par exemple, quand je vois des effets de mode, comme le fait que le Jack Russell était un chien très à la mode et que des gens en appartement avaient des Jack Russell. Je ne sais pas si tu connais cette race. Je sais très bien ce que c'est. Voilà, un Jack Russell dans un appartement, normalement, ça finit par péter un câble. La mode du berger australien, chien de berger, c'est pas fait pour être promené en ville. J'ai beaucoup plus de mal avec ce type de relation à l'animal que des relations de travail, comme par exemple les border collies qu'on voit à la campagne, là où habitent mes parents. Dans toutes les fermes, il y a un border collie qui range tant bien que mal les moutons et les vaches. Tant bien que mal. En général, il fait ça plutôt très bien. Oui, tout à fait. Je suis pas gentille avec les border collies. Non, c'est un animal génial, le border collie. C'est mon espèce de chien préféré. Bon, ça va. Mais c'est une très, très belle idée que tu as là. Je ne sais pas comment ça t'est venu. Et c'est le moment où c'est moi qui t'interviewe. Eh ben, je vais te répondre parce que c'est quelque chose qui m'est venu quand je me suis dit, mais punaise, les métiers créatifs, personne n'en parle. Tout le monde se dit, un photographe, c'est pas un vrai métier. Dessinateur, c'est pas un vrai métier. Tout le monde peut faire ça. Mon enfant de 3 ans peut dessiner mieux que le tableau que je vois là. En réalité, il y a une vraie réflexion, il y a une vraie construction, il y a une vraie démarche. Et cette démarche créative, j'ai eu envie d'en parler. Et c'est particulièrement important en ce moment avec l'intelligence artificielle qui se développe partout. Alors, c'est un autre sujet. Et je suis pas du tout contre l'intelligence artificielle. Et je suis même plutôt pour parce que là, en fait, elle m'aide. Et elle me permet, par exemple, de créer des trames d'interview. Sur lesquels je vais moi réinterpréter et revenir. Mais au moins, je fais une trame d'interview en quelque chose comme une demi-heure, 3/4 d'heure. Là où si je devais réfléchir moi sur l'ensemble, etc., j'y passerais probablement une demi-journée. Mais après, tu mens pas sur ce que tu fais. Moi, tu vois, ce qui est très problématique pour moi, c'est quand je vois des images qui ont été ouvertement créées avec de l'intelligence artificielle, avec des gamins qui ont 6 doigts et qui ont construit des trucs gigantesques en verre en plastique, en clémentine, et que les gens n'ont plus la connaissance, n'ont plus la formation à l'image nécessaire pour se rendre compte qu'on leur vend des vessies pour des lanternes. Enfin, je trouve ça dramatique. Alors là, je suis d'accord. Et j'espère interviewer prochainement une artiste numérique. Bien. Voilà. C'est une vraie question pour moi. Et là, j'ai des questions très importantes en termes de création. Quelle est la part du numérique? Quelle est la part qui vient d'elle? Enfin, j'ai une foule de questions à poser parce que ça m'interroge énormément. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Clés de la créativité. J'ai vraiment passé un super moment avec mon invité. J'espère que vous avez pris plaisir à nos échanges. Surtout, je tiens à remercier chaleureusement tous les auditeurs qui nous accordent leur temps chaque quinzaine. C'est grâce à vous que ce podcast existe et continue de grandir. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez un commentaire sur les nôtres pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également me retrouver sur l'Instagram ou le Facebook des Clés de la créativité. Je vous mets les liens en description. Sur ce, je vous souhaite une semaine pleine d'inspiration et de créativité. En attendant le prochain épisode, restez créatifs et à bientôt!